En ce début d'été 1940, les victoires allemandes en Europe de l'Ouest inspirent d'autres dictateurs. En Italie, Benito Mussolini rêve de partir à la conquête d'un continent, l'Afrique. Le Duce veut reconstituer l'Empire romain, étendre les frontières de son pays, transformer la Méditerranée en mer italienne et retrouver la Mare Nostrum des Césars de la Rome antique. Mais son rêve mégalomane va se transformer en cauchemar. Un désastre qui finira par la mort du dictateur et dont les conséquences affaibliront considérablement son principal allié, Adolf Hitler. Au début de la guerre, l'Italie contrôle pourtant la Libye et l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. La stratégie de Mussolini est simple: agrandir la zone contrôlée par les Italiens en s'emparant de l'Égypte et du Soudan, jusqu'alors britanniques. La future campagne devrait être un parcours de santé. Les forces italiennes dans la région sont 5 fois plus nombreuses que leurs adversaires. En septembre 1940, Mussolini lance l'offensive en Égypte. Ses troupes s'emparent du petit port de Sidi Barrani. Une fois la ville prise, elle s'y retranche. Mais les Britanniques réagissent. Ils concentrent leurs forces pour tenter une contre-attaque. Le 6 décembre 1940, ils traversent le désert. Quatre jours plus tard, ils bousculent les défenses italiennes. Près de 40 000 Italiens sont faits prisonniers. Cette défaite révèle déjà les faiblesses des soldats fascistes. Les vaincus battent en retraite vers la frontière libyenne. Les Britanniques sont sur leurs talons. En moins d'un mois, les hommes du major général Richard O'Connor s'enfoncent en Libye sur près de 900 km. Ils marquent une pause en se retranchant dans la ville côtière d'El Agheila. La moitié de la Libye italienne est tombée. 100 000 soldats ont été faits prisonniers. Dans le même temps, les forces britanniques entrent en Abyssinie. Les combats vont durer près d'1 an. Le terrain accidenté gêne considérablement les communications et les transports. Mais à la fin, les Italiens se rendent comme partout ailleurs. Il n'y a pas qu'en Afrique où la situation est préoccupante. Mussolini accumule les échecs, obligeant bientôt l'Allemagne à sortir du bois. Deux ans auparavant, en avril 1939, conformément à ses plans de conquête, Mussolini avait ordonné l'invasion de l'Albanie. L'année suivante, il exigeait que la Grèce devienne une colonie italienne. Devant le refus des Grecs, il lançait une nouvelle invasion.
Les Italiens étaient 2 fois plus nombreux, mais l'armée grecque réussit pourtant à contenir leur offensive. Pire encore, au début du mois de mars 1941, non seulement les troupes italiennes étaient repoussées du territoire grec, mais elles étaient aussi quasiment rejetées d'Albanie. Le Premier ministre britannique Winston Churchill avait promis aux Grecs de les aider. Mais les forces du Royaume-Uni étaient alors engagées sur tous les fronts. Fortes de leur succès en Afrique du Nord, des unités britanniques stationnées en Libye reçoivent l'ordre d'embarquer. Destination, l'Albanie. Les troupes de Mussolini sont bousculées dans les Balkans. Les Italiens lâchent prise partout. Hitler est devant un dilemme. Aider Mussolini en détournant certaines de ses forces ou l'abandonner à son triste sort. Il choisit d'intervenir. En avril 1941, près d'1 demi-million d'hommes pénètrent en Yougoslavie, puis en Grèce. Alerté par les échecs de Mussolini, Hitler doit reprendre la main dans les Balkans. Mais ce choix tactique demeure très risqué. D'abord, tout se passe parfaitement. Malgré l'aide britannique, les Grecs sont incapables de résister à l'offensive allemande. À la fin du mois d'avril, les forces de l'Axe s'emparent finalement d'Athènes. Sous le contrôle des Anglais, 30 000 hommes sont évacués vers la Crète. Mais Hitler décide de les en chasser. Il dispose de 22 000 hommes, des parachutistes et des troupes d'assaut transportées en planeur. Cette force sera soutenue par 150 chasseurs bombardiers Stuka. Le 20 mai à l'aube, l'invasion débute. Les attaques se concentrent d'abord sur les principaux terrains d'aviation. Les Alliés sont soumis à rude épreuve. Les raids aériens se succèdent. Les bombes pleuvent. Bientôt, toutes les pistes d'atterrissage tombent aux mains des Allemands, qui y amènent aussitôt des renforts. Les Alliés sont repoussés sans cesse. Deux semaines après le début de l'offensive, tout est fini. 15 000 soldats alliés ont été évacués. Mais près de 18 000 sont restés dans la nasse. Les forces de l'Axe contrôlent maintenant la plus grande partie de la Méditerranée. Elles coupent surtout la plupart des voies de ravitaillement à destination de l'Afrique du Nord. Hitler semble avoir gagné son pari. Désormais, il est en position idéale pour mettre un terme à la présence britannique en Méditerranée. En février 1941, un jeune général allemand débarque dans le port libyen de Tripoli.
Erwin Rommel est l'un des éléments prometteurs de l'armée allemande. Hitler lui a confié la mission de secourir l'allié italien et de conquérir toute l'Afrique du Nord. Les premières unités de l'Afrika Korps suivent de près leur commandant. 16 000 hommes et près d'1 millier de chars, tous prélevés sur le front européen. Les forces de l'Axe sont supérieures en nombre, d'autant que leurs adversaires ont été décimés lors des opérations grecques et crétoises. Rommel monte à l'assaut de leur position à El Agheila et passe à l'attaque. Lorsque les Britanniques se replient, l'Afrika Korps les pourchasse. En quelques semaines, les Alliés sont refoulés jusqu'à la frontière égyptienne. Lors de la retraite, une division australienne a même été piégée dans le port libyen de Tobrouk. Le commandant britannique, Sir Archibald Wavell, tente par 2 fois de rompre l'encerclement. Et par 2 fois, les troupes de Rommel, solidement retranchées, repoussent les assauts. Les canons allemands écrasent les positions ennemies. Les batteries antiaériennes de 88 mm utilisées contre les tanks font des ravages dans les rangs alliés. Rommel, profitant du terrain dégagé, fait manœuvrer ses chars d'assaut comme à la parade. Il applique la tactique qui deviendra sa marque de fabrique. Déborder son adversaire et attaquer ses flancs sans répit. Ses talents de stratège lui vaudront un surnom. Le renard du désert. Pour Sir Wavell, c'en est trop. Épuisé, il est remplacé par le général Claude Auchinleck. Celui-ci veut rompre l'encerclement de Tobrouk. Mais il refuse catégoriquement de tenter l'aventure sans renfort préalable. Le 18 novembre 1941, il peut enfin lancer son assaut. L'opération Crusader, croisade, débute par un long combat de blindés. Une fois de plus, les chars d'assaut britanniques subissent de lourdes pertes. Malgré ces dégâts, l'infanterie poursuit sa progression. Après 1 mois de combat acharné, Rommel bat en retraite. Tobrouk n'est plus assiégé. Les forces de l'Axe se replient le long de la côte et retournent finalement à leur point de départ, El Agheila. Auchinleck est persuadé que pour l'instant, Rommel n'a aucune marge de manœuvre. Il décide de disperser ses unités le long de la côte et de les laisser se reposer. Il a tort.
2 mois plus tard, en janvier 1942, l'Afrika Korps repart à l'attaque. Il repousse les forces britanniques prises au dépourvu. Elles refluent le long de la côte. Les Alliés se réfugient derrière une nouvelle ligne de défense à l'ouest de Tobrouk. Ils se retranchent dans une série de fortifications bientôt surnommée la ligne Gazala. Rommel décide de s'en emparer au mois de mai 1942. Une fois de plus, il lance ses blindés pour encercler les forces britanniques lors d'un ample mouvement de débordement. Ces chars surgissent derrière les positions ennemies. Mais cette fois, ses adversaires réagissent. Ils tentent à leur tour de déborder le flanc allemand. Pendant 3 semaines, chacune des deux armées va tenter de bloquer les manœuvres de sa rivale. Les Britanniques sont près de rompre le combat. Finalement, les Allemands submergent leur position. Rommel a la victoire à portée de main. La retraite risque de se transformer en déroute. Auchinleck décide finalement de faire face. Ses troupes s'enterrent dans le village égyptien d'El Alamein. Son aile sud prend position dans la dépression de Katara, une zone impraticable pour les chars d'assaut. Le 1er juillet 1942, Rommel passe à l'attaque. Mais cette fois, les défenses tiennent bon. Rommel a dangereusement étendu ses lignes d'approvisionnement. Ses équipages manquent d'essence. Il décide de décrocher. Mais Auchinleck s'attend à une contre-attaque. Jusqu'à la fin du mois de juillet, les deux adversaires se jettent l'un sur l'autre, comme deux boxeurs à bout de force. Churchill est furieux. L'armée britannique s'enlise. Il veut des résultats. Pour lui, l'heure est venue de relever Auchinleck de ses fonctions. Ce ne sont pas moins de 2 généraux qui sont nommés pour le remplacer. À l'Est, le commandant en chef, le général Harold Alexander. Et pour diriger la 8e armée, un officier dont le nom va rentrer dans l'histoire, Bernard Montgomery. Les Alliés et les forces de l'Axe se sont écharpés pendant des mois. Mais aucun n'est sorti vainqueur et personne ne peut dire qui remportera la partie. Pour vaincre, les Britanniques n'ont qu'une solution: couper définitivement les voies d'approvisionnement allemandes. Dans les premiers mois de la guerre, les Alliés dominaient la Méditerranée.
Les convois pétroliers provenant du Moyen-Orient la traversaient sans encombre. Les routes maritimes vers l'Inde et l'Asie étaient ouvertes. Jusqu'à l'entrée en guerre de l'Italie, dont la flotte moderne allait bouleverser la donne. La stratégie italienne est simple. Harceler l'île de Malte, pivot central du dispositif britannique dans la région. C'est là que les sous-marins et les avions opérant à l'est viennent faire le plein de carburant. L'île est le port d'attache des bateaux de la Royal Navy qui attaquent sans relâche les convois italiens et allemands à destination de l'Afrique du Nord. Durant l'été 1940, Mussolini décide de la faire bombarder. C'est le début de 2 longues années de raids dont la population civile sera la première victime. Les Britanniques sont d'abord totalement désemparés. Ils ne disposent d'aucun avion pour défendre leur espace aérien. C'est presque par hasard que 4 biplans sont récupérés dans un état pitoyable. Ils sont assemblés à la hâte. Et opposent finalement une farouche résistance. Pendant 3 semaines, durant cet été 1940, le sort de Malte ne tient qu'à un fil. Finalement, des escadrons de chasseurs viennent en renfort. Ils repoussent les bombardiers italiens. Mais jusqu'à quand ? S'ils veulent vraiment garder l'avantage dans la région, les Britanniques doivent intervenir. Ils vont monter 2 opérations pour mettre KO la marine de guerre italienne. Dans l'après-midi du 11 novembre, 21 bombardiers torpédos décollent d'un porte-avions. Leur objectif, la flotte ennemie ancrée dans la baie de Tarente. Les Italiens ne les attendent pas. Après le raid, 3 des 6 navires de guerre italiens sont hors service. 4 mois plus tard, les Britanniques frappent à nouveau. La flotte italienne est surprise sans défense au large de la Grèce. Un 4e bâtiment est gravement endommagé. Pour Mussolini, c'est la fin d'un rêve. Il ne rivalisera plus avec la flotte du Royaume-Uni en Méditerranée. Ces événements ont aussi de l'importance pour Hitler. Il paraît désormais évident que le Führer va devoir compenser les insuffisances de son allié italien dans la région. Les voies d'approvisionnement vers l'Afrique du Nord sont de plus en plus menacées.
Les Allemands décident d'intervenir. Au début de l'année 1941, la Luftwaffe ravage Malte. L'île est la proie des bombes. Les raids se succèdent, mois après mois. La garnison s'accroche. À l'automne 1941, durant une accalmie, elle parvient même à accroître le nombre des attaques contre les convois de ravitaillement ennemis en route vers l'Afrique. La Luftwaffe intensifie alors ses opérations. Mais malgré cette fureur destructrice, la population tient bon. Quatre mois de bombardements dévastateurs. L'héroïsme et le sacrifice insensé des civils maltais vont rentrer dans l'histoire. Au mois d'avril 1942, l'île est décorée de la plus haute distinction britannique pour son courage, la Croix de Saint-Georges. Malgré les distinctions et les honneurs, les réserves de vivres et les munitions s'amenuisent. À la mi-juin, plusieurs convois quittent Gibraltar et l'Égypte pour ravitailler l'île. Mais les Allemands sont à l'affût. Seuls 2 des 17 bateaux parviennent à bon port. La situation devient dramatique. Une action d'envergure doit absolument être entreprise. Ce sera l'opération Pédestal, le plus gros convoi jamais expédié vers Malte. Au mois d'août, 14 navires marchands quittent Gibraltar. Plusieurs bâtiments de guerre les escortent. Mais la flotte allemande ne compte pas les laisser passer. Pendant 3 jours, la bataille fait rage. Les sous-marins et les avions de l'Axe n'ont qu'une seule mission, couler leurs adversaires, empêcher la livraison des précieuses denrées. Pourtant, le 4e jour, 5 ravitailleurs parviennent à Malte. Le peu qu'ils transportent suffit à approvisionner l'île. Malte est sauvée. Ces avions vont pouvoir continuer de harceler les convois de l'Axe en route vers l'Afrique du Nord. Un avantage stratégique qui va s'avérer crucial dans les mois suivants. Churchill est excédé par la résistance de Rommel en Afrique du Nord. Les généraux Alexander et Montgomery doivent anéantir l'Africa Corps.
La partie va se jouer à un petit détail. Les services de renseignement britanniques ont décrypté les codes de l'armée allemande. Ils savent où et quand l'ennemi va attaquer. Le renard du désert n'est plus imprévisible. Montgomery va parer ses mouvements de débordement en fortifiant la crête d'Al-Amalfa, au sud-est d'El Alamein. C'est là que l'élan des forces de l'Axe devra être brisé. La bataille va durer 3 jours. Mais cette fois, les unités terrestres alliées sont soutenues par l'aviation. La Royal Air Force fait des ravages dans les compagnies de chars allemands. Rommel est contraint d'abandonner. Ses blindés n'ont plus d'essence, ils battent en retraite. C'est au tour de ses troupes de s'enterrer. Rommel établit une ligne de défense entre l'impénétrable mer de sable et la côte méditerranéenne. Son artillerie est placée en batterie derrière de vastes champs de mines. Les divisions de Panzer restent en réserve, prêtes à neutraliser rapidement une éventuelle percée. Montgomery n'ignore pas la solidité de ce formidable rempart. Il sait aussi qu'il ne pourra jamais le contourner. Il n'a qu'une solution, enfoncer le centre des défenses de l'Axe. Il dispose désormais de matériel livré par les États-Unis, dont les chars Lee et Sherman, armés d'un canon de 75 mm. Les Alliés possèdent enfin des engins capables de faire taire la puissance de feu allemande. Dans la soirée du 23 octobre 1942, les Britanniques déclenchent un feu d'enfer sur les positions de Rommel. La bataille d'El Alamein vient de commencer. Profitant du bombardement, les sapeurs alliés ouvrent des passages dans les champs de mines. Les soldats britanniques, australiens, néo-zélandais et africains du Sud se battent pour faire une brèche dans les défenses de l'Axe. L'artillerie allemande fait des ravages dans leurs rangs. Dans les deux camps, les pertes sont sévères. Les chasseurs bombardiers de la Royal Air Force harcèlent les forces de Rommel. Finalement, après 10 jours de lutte, les Alliés brisent toute résistance. Le jour suivant, Rommel se retire. La première grande défaite allemande se dessine peu à peu. Churchill ne cache pas une certaine satisfaction. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
Pendant 2 mois et demi, manœuvrant le long de la côte méditerranéenne, Montgomery repousse son adversaire vers l'ouest, vers la Tunisie. Dans le même temps, la première armée anglo-américaine a débarqué à 1500 km de là. L'opération Torche lui permet de prendre pied au Maroc et en Algérie, alors possession française. Ce corps expéditionnaire va bientôt se mettre en marche vers la Tunisie. Rommel risque désormais d'être menacé sur ses arrières. Il compte sur les renforts venus d'Europe pour consolider ses positions et résister à l'écrasement. Au mois de février 1943, l'arrivée de troupes fraîches lui permet de respirer. Il bâtit une ligne de défense longue de 150 km au cœur de la Tunisie. De là, le renard du désert va lancer ses blindés sur son adversaire, le général Montgomery. Mais Monty, comme le surnomment affectueusement ses hommes, sait exactement ce qu'il attend. Tous les messages cryptés allemands arrivent dans ses mains déchiffrés. L'artillerie britannique démantèle l'offensive. Les Panzers sont cloués sur place. C'est la dernière bataille de Rommel en Afrique du Nord. Il retourne à Berlin pour tenter de convaincre Hitler. Il faut abandonner l'Afrique du Nord. Le Führer refuse catégoriquement. Il commet une grave erreur. La 8e armée remonte du sud à marche forcée. La première armée arrive de l'ouest. Le 7 mai, les troupes américaines prennent le port de Bizerte. La 7e division blindée britannique, les fameux rats du désert, a pénétré dans Tunis. La tenaille se referme. Les troupes de l'Axe sont piégées. Cinq jours plus tard, 250 000 Allemands et Italiens se rendent sans condition. Hitler vient de perdre 2 fois plus d'hommes qu'à Stalingrad 4 mois plus tôt. Le désastre est consommé. Le jour suivant, le commandant en chef des forces britanniques sur le théâtre des opérations, le général Harold Alexander, écrit à Winston Churchill « Monsieur, il est de mon devoir de vous rendre compte que l'ennemi a cessé toute résistance. Les rivages de l'Afrique du Nord sont entre nos mains. » Les rêves de conquête mussoliniens viennent de coûter très cher à l'Allemagne. Cette défaite en terre africaine va avoir bien d'autres conséquences. En janvier 1943, lors de la conférence de Casablanca au Maroc, Churchill et Roosevelt s'étaient mis d'accord pour ouvrir un nouveau front en Europe. Le meilleur endroit semblait l'Italie, sérieusement fragilisée par ses échecs militaires en Afrique.
Restait à savoir où les troupes devaient débarquer. En Sardaigne ou en Sicile? Les Alliés choisissent la Sicile. Mais pour diminuer les risques, ils décident de tromper les Allemands sur leurs véritables intentions en créant une diversion. L'opération Mincemeat, littéralement chair à pâté, est lancée. Un cadavre portant de faux documents secrets est abandonné au large de l'Espagne. Une fois le corps repêché, au mois de mai 1943, les Allemands sont persuadés que les Alliés vont envahir la Sardaigne. Les messages décryptés par les services de renseignement britanniques sont formels. Les Allemands ont été bernés. Six semaines plus tard, la 8e armée du général Montgomery débarque dans le sud-est de la Sicile. Les Italiens n'opposent qu'une très faible résistance. La 7e armée américaine débarque plus à l'ouest, dans le golfe de Gela. Une fois de plus, l'armée italienne se débande. Ce désastre retourne définitivement l'opinion publique. Mussolini est renversé par un soulèvement populaire. En secret, le nouveau gouvernement négocie aussitôt les conditions d'un armistice. Pour Adolf Hitler, le cauchemar continue. Il est désormais obligé de puiser dans ses maigres ressources pour tenir le front méridional. Il ordonne à ses officiers de résister malgré la défection du gouvernement italien. En 5 semaines, les Allemands sont expulsés de Sicile. Les Alliés débarquent sur le continent et progressent à l'intérieur des terres. Les troupes américaines font mouvement par l'ouest. Les Britanniques suivent la route de l'Est. Les Allemands se défendent comme de beaux diables. Malgré cela, Naples est prise le 1er octobre 1943. Mais les Alliés sont bientôt ralentis. Les combats de l'arrière-garde nazie et les pluies automnales ont raison de leur élan. Ce n'est qu'à la fin du mois de novembre qu'ils atteignent la ligne Gustave, un ensemble de fortifications qui leur barre la route du Nord. Les forces britanniques ont pour mission de briser l'extrémité orientale de cette défense. Mais les intempéries hivernales les obligent à arrêter leur offensive. Les Américains tentent néanmoins de déborder l'obstacle en empruntant la voie maritime. Le 22 janvier 1944, ils débarquent à Anzio, à 90 km derrière la ligne Gustave.
Mais les canons allemands sont là. Les premières vagues de soldats sont clouées sur les plages. Pendant un instant, l'état-major envisage de faire réembarquer les troupes. Durant l'hiver et une partie du printemps 1944, les Américains vont rester piégés à Anzio. Pour s'emparer de la ligne Gustave, accrochée aux pentes des Apennins, les Alliés décident de faire tomber un élément essentiel du dispositif de défense, le monastère du Mont Cassin. Une première série d'assauts lancés pendant le printemps est repoussée. Chaque tentative semble vouée à l'échec. Les Alliés décident de bombarder le monastère. Mais les Allemands se retranchent dans l'enchevêtrement des ruines. À la fin du printemps 1944, les lignes allemandes cèdent. Dans le même temps, les Américains s'extirpent du bourbier d'Anzio. Les forces alliées convergent rapidement sur Rome. La capitale italienne est libérée le 4 juin 1944. Pour Hitler, c'est un nouveau revers. Il est à deux doigts de perdre l'Italie. D'autant que ses adversaires poursuivent leur remontée vers le nord. Les troupes nazies n'ont plus qu'une solution, se retrancher derrière la ligne gothique à quelques kilomètres au nord de Florence. Les intempéries contraignent bientôt les Alliés à arrêter leur progression. Les adversaires se font face jusqu'au printemps 1945, date à laquelle l'Italie tombe définitivement. Au mois d'avril, le pays en finit avec la dictature. Le 25, Mussolini est capturé alors qu'il tente de quitter le pays. Fusillé par ses partisans le 28, son corps est exposé à la foule dans le centre de Milan. Ses choix politiques ont mené sa nation au bord du gouffre. La chute du fascisme italien laisse Hitler complètement seul. L'armée allemande est au bord de la rupture. Elle ne dispose plus d'aucune réserve. Ses unités battent en retraite sur presque tous les fronts.